C'était une nuit paisible au-dessus de la mer Noire, une de celles où le vent se tait, où les vagues ne sont qu'un murmure, et où personne ne s'attend à ce que le calme se transforme en une tempête de feu. Pourtant, derrière cet horizon trompeur, quelque chose de bien plus grand se préparait. Une opération d'une précision glaçante, pensée non pas pour frapper fort, mais pour frapper juste. Ce n'était pas une attaque improvisée, ni un geste de désespoir, c'était une symphonie de calculs, de ruses et de technologie. Et dans ce concert discret, chaque instrument allait jouer sa note au moment exact, pour que la dernière retentisse comme un tonnerre. Depuis des semaines, des signaux faibles, des bruits de fond, circulaient dans les couloirs des états-majors. Quelque chose se tramait du côté de la Crimée, plus précisément dans une zone dont le nom n'était prononcé qu'à voix basse, Mierne. Un centre névralgique, une sorte de cœur numérique d'où pulsait la stratégie maritime russe pour les années à venir. Là-bas se trouvaient les cerveaux électroniques de toute une flotte de drones, la clé d'un contrôle absolu sur la mer Noire. Mais ce soir-là, ce sanctuaire allait connaître sa première véritable épreuve. Ce qu'ignoraient les opérateurs russes, confortablement installés derrière leurs écrans, c'est qu'ils observaient des fantômes, des leurs, conçus non pas pour frapper, mais pour tromper. À des centaines de kilomètres de là, dans une salle de commande discrète, les ingénieurs ukrainiens suivaient, en silence, le balai des premières ondes radar. Le plan était simple, mais sa simplicité cachait une complexité presque poétique. Détourner l'attention, saturer les défenses et faire croire à une attaque frontale. Pendant que le regard de l'ennemi se tournerait vers le ciel, c'est du dessous que la morsure viendrait. Les premiers signaux apparurent sur les écrans russes comme de petites ombres vacillantes. Rien de net, rien d'alarmant, mais suffisamment étrange pour attirer l'attention. En quelques minutes, la routine se transforma en tension. Des ordres furent donnés, des projecteurs activés, des missiles prêts à être lancés. Ce qui ressemblait à de simples tâches électroniques allait bientôt déclencher une cascade d'événements qu'aucun manuel de défense n'aurait pu prévoir. C'est à ce moment précis que l'histoire a commencé à s'écrire, non pas avec des coups de tonnerre, mais avec un chuchotement. 4 petits drones, les Leica 100, traversaient la mer à une altitude si basse qu'ils semblaient embrasser les vagues. Invisibles à l'œil nu, presque imperceptibles au radar, ils étaient les pionniers d'un jeu bien plus vaste. Leur mission, sonder, tester, provoquer. Chaque réaction de l'adversaire, chaque mouvement de défense allait devenir une donnée. Un puzzle que d'autres, plus loin, allaient savoir assembler. Sur les côtes, les défenses s'allumèrent comme un feu d'artifice. Des missiles rugirent dans le ciel noir, déchirant la nuit d'éclats lumineux. Pour les opérateurs russes, c'était une victoire rapide. Des intrus abattus, une menace écartée. Pourtant, ce qu'ils venaient de neutraliser n'était qu'une illusion. Le véritable coup, celui qui changerait la carte stratégique de toute la région, se préparait encore dans le silence. Et plus le vacarme des canons résonnait, plus l'ombre s'approchait sans bruit. Derrière chaque tir, derrière chaque explosion, il y avait un sourire discret, quelque part dans une salle de commande ukrainienne. Car à mesure que les Russes tiraient, ils révélaient sans le savoir leur position, leur fréquence, leurs habitudes. Ce soir-là, ils ne combattaient pas seulement des drones. Ils livraient, sans le comprendre, les clés de leur propre forteresse. Et tandis que le ciel se vidait de ses échos, un 4e Leica continuait sa route, imperturbable. Son rôle n'était pas de frapper, mais d'observer, de recueillir, d'enregistrer, d'apprendre. Dans sa mémoire électronique se gravaient les secrets d'une défense qui se croyait invincible. Ce petit engin, presque anodin, venait de transformer une simple diversion en une véritable percée stratégique. Ce n'était encore que le début. Ce que personne cette nuit-là ne pouvait imaginer, c'est que ces quelques leurres insignifiants venaient d'ouvrir la porte à une opération qui allait bouleverser le rapport de force sur la mer Noire. Et dans l'ombre, à des kilomètres de là, un autre acteur, bien plus imposant, attendait son signal. Si vous voulez comprendre comment une seule nuit peut redéfinir l'équilibre d'une guerre, restez bien avec nous. Ce qui vient ensuite va vous surprendre. Abonnez-vous, car la suite de cette histoire ne se lit pas, elle se vit. Pendant que les opérateurs russes savouraient leur victoire éphémère, persuadés d'avoir déjoué une tentative maladroite d'incursion, les véritables acteurs de cette opération se préparaient à passer à l'étape suivante.
La mer Noire, calme en surface, cachait dans ses profondeurs les signaux d'une offensive millimétrée. Loin des radars, dans le silence des vagues, les véritables fantômes de la nuit se mettaient en mouvement. On les appelait les Magura V5, de petites unités rapides, presque invisibles, conçues pour naviguer au ras de l'eau et se fondre dans la houle. Ces engins n'étaient pas de simples machines, ils étaient la preuve que la guerre moderne se gagnait désormais avec la ruse et la précision, pas avec la force brute. Les Magura V5 avançaient en formation serrée, glissant sur les vagues comme des ombres argentées. Leur mission n'était pas de semer la destruction immédiate, mais d'ouvrir un couloir, un passage étroit, à travers lequel le coup principal allait être porté. À bord, ou plutôt derrière leurs écrans, les opérateurs ukrainiens contrôlaient à distance chaque mouvement avec un sang-froid presque chirurgical. Dans leurs écouteurs, seules résonnaient les respirations lentes et les murmures techniques d'une équipe qui savait que chaque seconde comptait. Du côté russe, les capteurs au sol commençaient à percevoir des anomalies sur l'eau, des traces de mouvement, des signaux thermiques faibles, presque insignifiants. Mais dans une base comme Mayern, où chaque bruit était potentiellement un avertissement, cela suffisait à semer le doute. Les projecteurs côtiers balayèrent la mer, les radars pivotèrent, les mitrailleuses furent prêtes à tirer. Ce que les opérateurs ne savaient pas, c'est qu'en se concentrant sur ces silhouettes, ils détournaient une fois encore leurs yeux du véritable danger. Les premières rafales illuminèrent l'horizon. Des éclats d'acier frappèrent la surface, soulevant des gerbes d'eau brûlantes. L'un des Magura fut atteint, son moteur perdit de la puissance, mais au lieu de reculer, il continua, devenant un leurre improvisé. L'attention russe se concentra aussitôt sur lui, tandis que les autres, dans son ombre, filaient vers le port. Les communications ennemies s'embrasèrent, les ordres se contredisaient, la confusion s'installait. Et dans cette cacophonie, les deux Magura restants franchirent les bouées extérieures, pénétrant dans la zone la plus protégée du port de Mayern. Là, les défenses russes, sur le point de comprendre la ruse, réagirent dans la panique. Les canons automatiques pivotèrent vers le bas. Les batteries anti-aériennes abandonnèrent le ciel pour viser la mer. Ce changement brutal, cette redirection de toute une ligne de défense vers des cibles de surface, allait s'avérer être la plus coûteuse erreur de la nuit. Car pendant que le feu se déchaînait sur les eaux, au-dessus, un silence nouveau s'installait. Les deux Magura, désormais à portée du quai, ouvrirent leur trappe arrière. 8 petits drones en jaillirent, s'élevant dans les airs comme une nuée d'insectes lumineux. Leur apparition provoqua une réaction immédiate. Les radars russes détectèrent la montée de chaleur, les systèmes automatiques verrouillèrent les cibles et une tempête de balles et d'obus s'abattit sur eux. Les drones furent pulvérisés en quelques secondes, mais leur rôle était déjà accompli. Ils avaient distrait, absorbé, englouti toute la concentration des défenses, tout le feu des tourelles. À ce moment précis, dans le vacarme des explosions et le crépitement des canons, un espace s'ouvrit dans le ciel. Un corridor invisible, une fenêtre minuscule, mais suffisante pour qu'un autre acteur fasse son entrée. Il s'appelait Neptune. Une arme dont la simple mention suffisait à glacer le sang des stratèges militaires. Long, fin, profilé comme une ombre, le missile Neptune n'avait rien d'ordinaire. Il ne se contentait pas de voler, il réfléchissait, analysait, apprenait. Ses capteurs, nourris des données recueillies par le 4e Leica plus tôt dans la soirée, connaissaient désormais par cœur la carte électronique de la défense russe. Tandis que les tirs pleuvaient encore sur la mer, Neptune franchit la ligne d'horizon, glissant à très basse altitude, si près de l'eau que chaque vague effleurait sa coque. Sa trajectoire n'était pas un simple vol broie. C'était une danse complexe, calculée seconde par seconde pour éviter chaque faisceau radar, chaque interférence, chaque piège. Il longeait les côtes, contournait les collines, se servait du relief comme d'un manteau d'invisibilité. Dans la salle de commandement russe, personne ne remarqua d'abord la menace. Les écrans étaient saturés de signaux parasites, les opérateurs épuisés. Ce n'est qu'au dernier instant qu'un technicien, le visage soudain pâle, signala une lecture anormale. Trop tard. La vitesse du Neptune était telle que, du moment où il apparut sur les radars à celui où il atteignit sa cible, seules quelques secondes s'écoulèrent. Les systèmes de défense tentèrent un dernier geste, les tourelles remontèrent en urgence, les canons pivotèrent vers le ciel, mais l'espace manquait, le temps manquait.
Le missile frappa le cœur de la base avec une précision absolue. Pas une frappe aveugle, pas un tir de hasard. Un impact calculé, dirigé droit vers le bâtiment principal, là où se concentraient les centres de contrôle, les stocks d'énergie, les drones en maintenance. L'explosion fut instantanée, mais ce ne fut pas la détonation initiale qui causa les plus grands dégâts. Ce fut la réaction en chaîne, l'enfer qui suivit. Des centaines de litres de carburant, des batteries de drones, des circuits, tout prit feu dans un vacarme d'une intensité inouïe. Depuis le rivage, les habitants des villages voisins virent le ciel s'illuminer d'une lueur blanche, presque irréelle. Une colonne de feu monta, puis un grondement roula à travers la mer. Mierne, jadis présentée comme une forteresse imprenable, venait de s'effondrer en quelques minutes. Dans les heures qui suivirent, les premiers rapports commencèrent à circuler. Le centre de commande principal était détruit, les infrastructures critiques effondrées, les navires automatisés hors l'usage. En un seul coup, la Russie venait de perdre une part essentielle de son dispositif maritime en mer Noire. Et pendant que les flammes dévoraient les décombres, dans une salle discrète, quelque part en Ukraine, un silence régnait. Aucun cri de victoire, aucune célébration. Juste le calme d'une équipe qui savait que cette nuit entrerait dans l'histoire, non pas comme une victoire éclatante, mais comme une leçon d'intelligence stratégique. Ce que cette opération venait de démontrer, c'est qu'une armée n'a pas besoin d'être la plus grande pour être la plus redoutable. Elle a seulement besoin d'être la plus ingénieuse. Et cette nuit, l'ingéniosité venait de remporter une bataille bien plus large que celle d'un port. Restez bien avec nous, car dans la dernière partie, nous allons plonger dans les conséquences réelles de ce coup magistral. Ce qui s'est passé après ce choc a bouleversé plus qu'un front militaire. Cela a redéfini toute une stratégie mondiale. Abonnez-vous, car ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est seulement le début de ce qu'on appelle désormais la guerre de l'esprit. Au lendemain de l'explosion, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers la brume dense de la mer Noire, les ruines fumantes de la base de Mayerne racontaient déjà une histoire que les images satellites allaient bientôt confirmer au monde entier. Ce qui avait été présenté comme un bastion inviolable, protégé par les systèmes de défense les plus modernes de la Fédération de Russie, n'était plus qu'un champ de métal fondu, une étendue de cendres où s'élevaient encore les restes tordus de structures autrefois considérées comme la fierté de l'industrie militaire russe. L'onde de choc n'était pas seulement physique, elle était symbolique, stratégique, psychologique. Et dans chaque bureau d'analyse de la défense à Moscou, à Kiev, à Washington, à Londres ou à Berlin, une seule question revenait. Comment cela avait-il pu se produire? La réponse en réalité tenait en une leçon vieille comme la guerre elle-même. Sous-estimer l'ennemi, c'est déjà perdre. Pendant des mois, les autorités russes avaient vanté la puissance de leurs boucliers de Crimée. Les systèmes S-400, les radars à longue portée, les batteries côtières, tout un réseau censé rendre impossible une attaque d'une telle ampleur. Mais dans la nuit où Mayerne a disparu, ces défenses sophistiquées avaient été piégées par ce qu'elles ne savaient pas reconnaître. La stratégie du leurre, la guerre de la distraction, l'art d'attaquer là où personne ne regarde. Les rapports d'évaluation du ministère russe de la Défense furent accablants. Les communications internes montraient une série d'erreurs en cascade, des réactions contradictoires, des priorités mal hiérarchisées. Chaque unité avait fait ce pourquoi elle avait été programmée, mais aucune ne comprenait le plan d'ensemble. Et c'est là que la supériorité ukrainienne s'était révélée. L'opération de Mayerne n'était pas seulement une attaque militaire, c'était une démonstration de ce que la guerre numérique peut devenir. Une bataille d'algorithmes, d'analyse en temps réel, de calculs invisibles. Dans les jours qui suivirent, le Kremlin resta silencieux. Aucun communiqué officiel ne mentionna immédiatement la perte du centre. Mais les images publiées par les satellites civils, relayées par des observateurs indépendants, ne laissaient aucun doute. Des panaches de fumée s'élevaient toujours, visibles à des kilomètres. Les analystes identifièrent les restes du bâtiment 2, celui où étaient assemblés et programmés les drones de surface de nouvelle génération. Des sources locales évoquaient des explosions secondaires durant plusieurs heures, preuve que des munitions et des batteries avaient continué à s'enflammer longtemps après l'impact initial. Du côté ukrainien, les réactions furent mesurées mais éloquentes. Aucune célébration tapageuse, seulement des déclarations sobres sur la nécessité de neutraliser les menaces logistiques et technologiques de l'adversaire.
Pourtant, dans les cercles stratégiques de Kiev, on savait que quelque chose de plus profond venait de se produire. L'équilibre naval en mer Noire venait d'être bouleversé. Sans le centre de coordination de Myern, la Russie perdait non seulement des infrastructures, mais surtout la capacité d'orchestrer efficacement ses drones maritimes. C'était comme si une armée entière avait perdu son quartier général en une seule nuit. L'impact économique fut lui aussi considérable. Selon des estimations d'experts, la valeur des équipements détruits dépassait largement les 100 millions de dollars. Mais au-delà du coût matériel, c'était la perte du temps et de la confiance qui pesait le plus lourd. Reconstituer un centre d'une telle complexité prendrait des mois, peut-être des années, et la Russie n'avait plus ce luxe. Chaque jour, sans coordination centralisée, réduisait l'efficacité de ses opérations navales et laissait l'avantage à l'Ukraine et à ses alliés. Sur le plan international, cette frappe eut un effet retentissant. Les chancelleries occidentales étudièrent avec attention la méthode employée. L'opération fut qualifiée par plusieurs analystes américains de « chef-d'œuvre de guerre hybride ». Une illustration parfaite de la manière dont la technologie civile, l'intelligence artificielle et la tactique militaire pouvaient fusionner pour produire un résultat d'une précision chirurgicale. En Europe, plusieurs experts en sécurité maritime commencèrent à parler d'une nouvelle ère stratégique, celle où la domination des mers ne dépendrait plus des grands navires, mais de la maîtrise des essaims autonomes et des systèmes coordonnés à distance. Pendant ce temps, dans les couloirs de la défense russe, les tensions montaient. Des généraux furent convoqués, des audits internes lancés, des équipes remplacées. Certains responsables furent déplacés, d'autres mis au silence. Ce revers ne pouvait pas rester sans explication. Les médias d'État évoquèrent d'abord un accident technique, puis une attaque de drone non identifiée. Mais la réalité s'imposait peu à peu. La base de Myern avait été détruite par un plan parfaitement exécuté qui combinait diversion, cyberintelligence et attaques ciblées. Ce qui impressionna le plus les analystes, c'était le rapport coût-efficacité de l'opération. Là où la Russie avait dépensé des milliards pour ériger une forteresse électronique, l'Ukraine avait investi une fraction de cette somme pour la réduire à néant. Quelques drones à bas coût, un missile Neptune modernisé, une coordination parfaite, le tout pour un résultat stratégique inestimable. C'était une victoire non seulement militaire, mais symbolique. Celle de l'intelligence sur la force brute, de la flexibilité sur la rigidité. Mais au-delà des chiffres et des analyses, il y avait une vérité plus profonde, presque philosophique. Cette attaque montrait que le champ de bataille du futur ne serait plus dominé par la taille ou la quantité, mais par la capacité à penser différemment. Myern devint alors le symbole d'une mutation. L'endroit où un empire armé jusqu'aux dents avait été aveuglé par un simple jeu de miroirs numériques. Et pour Moscou, la leçon était amère, car désormais, plus aucun site, aussi fortifié soit-il, ne pouvait être considéré comme hors de portée. Chaque radar, chaque batterie, chaque port devenait un potentiel point faible. Dans les salles de commandement, les discussions tournaient autour d'une seule question. Fallait-il redistribuer les systèmes de défense, déplacer les S-400 vers la Crimée pour combler les failles, au risque de fragiliser les fronts terrestres? Le dilemme était terrible. Protéger le cœur ou sauver les bras? À Kiev, en revanche, un sentiment d'assurance nouvelle s'installait. Cette opération avait prouvé que la stratégie ukrainienne, basée sur l'innovation et la précision, pouvait neutraliser des cibles considérées comme inaccessibles. Les ingénieurs travaillaient déjà sur les versions suivantes des Magura et des Neptune. Les enseignements tirés de Myern serviraient à concevoir de nouvelles tactiques, encore plus fines, encore plus inattendues. Dans les jours qui suivirent, le monde entier observa les conséquences de ce choc. Les analystes parlaient d'un tournant, d'un signal clair envoyé à toutes les puissances militaires. La guerre n'est plus seulement une affaire d'armes, mais de cerveau. Et quelque part, au milieu du silence qui suivit la tempête, un constat s'imposait. Les murs de fer, les radars et les missiles les plus puissants ne valent rien face à l'intelligence humaine lorsqu'elle est patiente, audacieuse et déterminée. Ainsi, l'histoire de Myern n'est pas seulement celle d'une explosion, c'est celle d'une révolution stratégique. Un rappel brutal que la force n'est rien sans la clairvoyance, et que dans ce nouveau monde, celui qui sait écouter le silence avant la frappe est celui qui gagne. Ceux qui pensaient que la mer Noire appartenait à une seule puissance comprennent désormais que son contrôle se joue ailleurs,
dans les circuits d'un drone, dans les algorithmes d'un programme, dans les esprits de ceux qui osent imaginer différemment. Alors, pour ceux qui regardent cette histoire et se demandent ce qu'il reste à découvrir, souvenez-vous, derrière chaque bataille visible, il y a une autre, invisible, qui la précède. Si vous voulez continuer à comprendre ces manœuvres secrètes, à voir comment se tisse la guerre du XXIe siècle, abonnez-vous. Car les prochaines révélations risquent d'être encore plus étonnantes.